parle de moi à un jeune, et il va dire qu'il ne me connaît pas, forcément. Et je vais lui dire, bah attends qu'il ait des problèmes. Nos fans insignés, j'ai pris les clés de la ville. Ton émission est has-been. Le Renoir est trop au courant. L'artiste du moment mourant. Tu gagnes 10, tu perds 100. Toujours ce regard. Oxmo Puccino, t'es en Suisse pour présenter ton 8e album. Ça va, bien dormi, bien réveillé? Tout bien, tout bien, tout bien. Je te parle de réveil car ton nouvel album s'appelle La nuit du réveil. Ouais. Généralement, on se réveille au lever du jour. Là, c'est un réveil nocturne. Tu nous expliques cet oxymore? Ouais, bah c'est la première, c'est l'insomnie. Alors quand tu te réveilles la nuit, en général, c'est pas bon signe. Mais ça te permet de prendre du recul et de réfléchir à des choses auxquelles tu peux pas à d'autres moments. Et c'est aussi une métaphore de ce moment de la vie où la vérité te tombe dessus. Et tu te rends compte qu'en fait, tu étais dans la nuit. Et tu te rends compte, enfin, tu commences à calculer le chemin jusqu'à la lumière. Voilà, c'est une métaphore de ces deux moments-là. Et donc, c'est toujours une promesse de lumière à la fin ou au milieu. Parmi les 15 titres de l'album, il y en a un qui s'appelle justement Le Réveil. Ouais. Tu y dresses un portrait de la société à la Matrix. On vit dans une réalité, on vivrait dans une réalité illusoire, comme endormi. Le texte est hyper profond. À un moment, par exemple, tu dis « Les gens réveillés se foutent de plaire, font face à la peur et te sourient, car avoir l'esprit ouvert, c'est y voir clair et trouver son âme sans mourir. » Tu peux te développer un peu? Bah, c'est un peu le parcours initiatique de tous les héros ou de toutes les personnes qui ont un but et qui essaient d'y parvenir. C'est-à-dire que, comme tous les chemins, ils sont un peu ardus. C'est le cycle de toutes les vies. Et plus ton objectif est précis, plus c'est compliqué. C'est-à-dire si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de but, tu te laisses errer. Mais dès que tu veux quelque chose pour l'obtenir, ben, il faut passer par quelques étapes. Et ça, c'est inhérent à tout projet, tout rêve à accomplir. Voilà. Et donc, une fois qu'on sait certaines choses, ben, on en parle moins. C'est un peu ça aussi. Dans le track, tu sous-entends que les endormis ont de la chance et vont bien. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'être réveillé, c'est forcément être malheureux? Ben, disons que être réveillé, ben déjà tu dors plus, tu te reposes plus. Et c'est sûr que tu n'as pas le privilège de l'imbécile heureux. Combien de fois t'est-il arrivé de tomber sur une news que tu regrettes d'avoir apprise parce qu'elle t'apportait rien et qu'en plus elle te plombait? Ben, c'est un peu ça. La rythmique, la batterie, la vibe de ce track, ça m'a grave fait penser à J'ai mal au mic. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, Ouais. t'es ma mille. Et qui est sorti il y a presque 20 ans. Est-ce qu'à l'époque, tu étais déjà réveillé? Bah, j'étais en cours d'éveil, je pense, parce que c'était sur l'album qui s'appelle L'amour est mort. Et c'était une espèce de vision de ce que le futur aurait pu nous présenter, vu comment les choses s'annonçaient. Parce que moi, j'ai l'impression que la vie était belle avant 2000. Et quand on regarde l'état du monde, avec toutes les informations qu'on a une idée des relations humaines en général, on peut constater que ça manque d'amour, en effet. Donc, ouais. L'amour, ça reste un des thèmes centraux que tu as développé autour de ta carrière. Oui, Il y a une raison particulière à ça? bah, c'est qu'on parle tous d'amour. Moi, je le reconnais. Je l'ai toujours reconnu dans un courant musical qui n'était pas réputé pour parler de son amour, alors qu'en vérité, il ne s'agissait que de ça. C'était de l'amour formulé d'une certaine manière, un peu brut, pas toujours romantique, mais c'est de l'amour, et puis, de toute façon, que ce soit l'amour d'une voiture, l'amour d'un rêve, l'amour de quelqu'un, le manque d'amour, on parle toujours d'amour. Sauf que je le fais directement. Tu as dit à un moment que l'amour était mort. Est-ce que c'est toujours le cas? Je dirais que j'ai deux versions à cette réponse. C'est il veille sur nous là-haut. Et la deuxième, c'est l'amour est mort, vive l'amour. Voilà. Parce que avant d'en parler, il faut savoir le définir un petit peu. Quelquefois, ça prend 2-3 vies. Voilà.
Quelquefois, ça nécessite beaucoup de personnes. Donc, quand je dis l'amour est mort, il faut déjà que chacun en ait une définition assez précise, ce qui est très très compliqué. Toi, tu en as une définition précise? Bah, je l'écris depuis une vingtaine d'années et je continue. Et j'écris des choses qu'on ne pourra pas chanter, mais qui valent le coup d'être lues, peut-être, le jour où je l'aurai décidé. Donc tu écris un livre ou... Bah, j'écris beaucoup sur le sujet et je le traite selon le média le plus confortable. Et c'est ça, c'est que, par exemple, quelques petites phrases ou même des morceaux entiers sont issus d'une réflexion de ces écrits-là. Voilà. Par exemple, le morceau Trop d'amour sur l'album est un thème que j'ai traité dans mes écrits sur le sujet. Ouais, je crois que dans ce morceau, à un moment, tu dis que mieux vaut avoir moins d'amour que trop d'amour. Oui, je dis que trop d'amour, c'est pire que pas assez. Ouais. Pourquoi? Bah, le meilleur exemple, c'est l'amour étouffant d'une mère qui aime trop son enfant. Voilà, tout simplement. C'est le meilleur exemple que je peux donner parce qu'il est indiscutable. C'est-à-dire, tout le monde connaît les méfaits d'un amour étouffant, trop protecteur. Et personne ne peut discuter ça, parce que c'est l'amour qui est indiscutable. Mais ça n'évite pas un problème qui s'est posé. Est-ce que aimer les gens, c'est savoir les aimer de loin? C'est compliqué. C'est compliqué parce que si on ne peut qu'aimer de loin, c'est qu'on a vraiment un problème avec l'amour. On a un problème avec soi-même. Mais beaucoup de nos problèmes sont basés là-dessus, sur le trop d'amour, le manque d'amour. Bien sûr. Pour rester sur des nouveaux titres qui renvoient à des classiques, il y a aussi À ton âge. Oui, merci. Nous, on l'a compris comme l'enfant seul 2.0. Sauf qu'au lieu de décrire les douleurs liées à l'enfance, tu racontes les difficultés d'une vie entière, étape après étape. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ce Ah parallèle? oui, tout à fait, merci de l'avoir compris. Merci de l'avoir compris, oui. Ouais. Bah, c'est-à-dire que aujourd'hui, plus que jamais, le sens de la connaissance, enfin la direction de la connaissance n'est plus unilatérale. Le savoir est un pouvoir qui n'est plus détenu uniquement que par les anciens. Il est à disposition de tout un chacun, et ce qui fait que la société est bouleversée dans ses repères. Vieux, jeune, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que nous sommes tous exposés aux mêmes choses, à n'importe quel âge. Et si tu mélanges ça au fait qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour l'âge, pour la manière de penser, il n'y a pas de mode d'emploi pour une manière de penser qui aille avec un âge, forcément tous les gens qui ont 16 ans ne pensent pas pareil, et c'est pareil à tout âge. Et donc j'essaie d'expliquer ça et de parler des difficultés que ça peut engendrer à ton âge. Voilà. Est-ce que ces questions d'âge, c'est un truc auquel tu penses, par exemple en termes d'audience, en termes de à qui tu t'adresses quand tu fais ta musique ou bien quand tu écris? Est-ce que tu te dis j'écris pour des gens qui me suivent depuis longtemps, des anciens, hein, ou j'écris aussi pour les jeunes, j'écris pour tout le monde? Enfin, comment est-ce que tu cibles un public ou une audience particulière? Non, pas du tout, pas du tout. Mais j'écris d'une manière tellement large que je me dis que ça peut concerner n'importe qui à un moment de sa vie et un état, selon l'état. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, j'ai des chansons sérieuses, on parle de moi à un jeune, et il va dire qu'il ne me connaît pas, forcément, et je vais lui dire, bah, attends qu'il ait des problèmes. Tu vois? Et là, forcément, on pourra discuter. Ouais. Chaque chose en son temps, ce que je dis dans À ton âge aussi. C'est une question de patience, de recul. Dans À ton âge, tu dis aussi, lorsqu'on refuse de faire son âge, on devient ce personnage qui refuse le temps qui passe dans une tristesse efficace. Ouais. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait penser à une question que je me pose depuis un moment et pour laquelle j'aimerais bien avoir ton avis. Le rap est une musique qui a toujours valorisé la nouveauté et donc la jeunesse. Ouais. Alors, quelle est la recette pour bien vieillir dans le rap? C'est être serein, c'est aimer ce que tu fais et c'est accepter le temps qui passe. C'est tout simple. C'est-à-dire ne pas aller dans le jeunisme, ne pas tirer un trait sur tout ce qui s'est passé et regarder vers l'avant. Et ça ne peut se faire qu'avec le plaisir, avec le travail. Mais
comment est-ce que tu passes justement de... Parce que quand tu as commencé, tu étais ce mec, à tes débuts dans les 90s, tu étais ce mec à chaque fois que tu sortais un couplet, que tu faisais un freestyle, tu posais un truc, il y avait tout le monde du rap qui était en extase, qui attendait le truc comme un ouf. Et comment tu passes à cet autre stade de ta carrière où tu n'es plus ce truc du moment réellement, tu vois? Pas pour... Non, mais t'as raison d'en parler. Comment est-ce que tu vois, à quel moment tu as compris ça ou qu'il fallait pouvoir accepter ça et peut-être passer à autre chose et voir les choses différemment? Ben, tu sais, avant de ne plus être le rappeur du moment, ça passe par beaucoup d'étapes, dont l'étape de la disparition, la fin de carrière, du doute, des albums qui s'enchaînent. Et forcément, tu commences à prendre de la distance avec tout ça, parce que tu t'éloignes de ça, parce que tu es dans un circuit normal, tu rencontres d'autres gens, et en fait tu rentres dans un autre monde, tu es un titulaire. C'est comme au foot un peu, je veux dire, tu as le rookie, puis tu as celui qui est là depuis longtemps. Et je pense que la position que j'ai est celui qui a profité du voyage, qui profite du voyage. Parce que au bout d'un moment, tu fais partie de l'histoire. Et c'est ça que je retiens. C'est ça que je retiens. Et en même temps, être celui du moment, ça ne laisse aucune place à la vie. C'est-à-dire, moi, je me rappelle de ce que c'était d'être celui du moment. Non seulement tu ne comprends rien, tu es complètement perdu, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas. Et lorsque je vois les artistes aujourd'hui qui sont ceux du moment, ben, je les plains un peu, quoi. Je les plains un peu parce qu'ils ne peuvent pas profiter vraiment de ce moment. Voilà, c'est ceux qui sont ébahis par ce moment, qui en profitent de par l'excitation que ça leur procure. Mais celui qui est au centre, au noyau, ben, il ne comprend rien à ce qui se passe. Hein. Donc, après, moi, j'ai jamais été attiré par les feux de la rampe, étrangement, paradoxalement. Donc, je me suis toujours contenté du plaisir que je prenais sur l'instant. Et du plaisir que je prenais sur l'instant, et du fait d'arriver à chaque projet l'un après l'autre, à toujours éprouver du plaisir dans une certaine constance. Ouais. Parce que je connais les hauts, je connais les bas, et je sais quoi tirer de tous ces moments-là aujourd'hui. C'est le privilège de l'expérience. C'est beau. Tu prends les choses avec tranquillité. Tranquille, t'es vraiment tranquille. Pour revenir à l'album, quand Peuvent pas, le premier extrait est sorti, j'ai d'abord été un peu surpris de t'entendre poser sur une prod trap. Puis après, je me suis dit, Oxmo, là, il veut rappeler à tout le monde, toute génération confondue, qu'en termes de rap pur, il peut buter n'importe quel type d'instru, ce que tu as effectivement fait sur le morceau. Est-ce que c'était ton intention quand tu as enregistré ce morceau? Ah ouais, c'était mon intention claire. Mon intention, c'était de prendre du plaisir parce que j'aime rappeler que ce n'est pas de la trap, c'est de la grime. Donc c'est plus anglais. Et la rythmique est plus afro, tu vois. Et moi, ça m'a toujours parlé, le rythme afro. Et c'est sûr qu'il y avait une volonté de m'amuser sans me prendre la tête pour mettre les points sur les i d'une certaine manière. Et même le titre, Ne peuvent pas, et le texte, le fond du propos, c'est « venez pas me casser les couilles avec vos sujets, parce que j'en ai rien à foutre et que j'ai déjà traité avant. » Et une fois c'est clair, après on passe à autre chose. C'est ça le propos Ne peuvent pas. C'est je peux le faire, si je veux, et n'en parlons plus. Ça ne peuvent pas. De manière générale, on sent que l'album entier s'est mis au goût du jour, mais il garde une cohérence puisqu'il mélange les différentes époques et sonorités d'Oxmo Puccino. Exactement. Ouais. Tu as donc réussi à résoudre le grand problème des artistes qui ont une longue carrière et une fanbase bien installée, en t'adaptant à l'époque sans te dénaturer. Comment tu as réussi à trouver cet équilibre? En discutant, en se réunissant, en recommençant des morceaux, en parlant avec Faz, en parlant avec Eddie Purple et en rencontrant Faz qui devait être sur cet album. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire. Et c'est comme ça que, je veux dire, je suis parti d'un album habituel. Et je me suis rendu compte, à force de discussion et d'écoute, qu'il fallait recadrer le tir. Et la seule personne qui avait les clés, c'était Faz.
c'était Phase, parce que c'est du son moderne, mais incarné. C'est pas des type beats ou des recopies de Metro Boomin ou d'autres. Il y a de la réflexion derrière et il y a une maîtrise de la musique en général. Voilà, parce que quand Phase, Eddie, tu lui parles de tout ce qui s'est passé entre 1940 et 1985, qui sera incollable au niveau de la musique générale, et Phase, il maîtrise le hip-hop entre le milieu des années 90 et aujourd'hui, mais totalement quoi. Donc tu lui dis, je veux un kick à la Timberland, il va te le trouver. Je veux un truc à la Rick Sermon, il va te le trouver. Tu vas sortir, comme je disais, Metro Boomin, il a toutes les clés, quoi. Et comme on peut s'arranger et trouver les sonorités dans n'importe quelle époque, du moment qu'on agence bien les ingrédients, ben je me suis retrouvé à l'aise avec l'album que je vais sortir dans quelques jours là. Sur cet album, on retrouve donc des habitués de ton univers sonore. Il y a le trompettiste suisse Eric Truffat, il y a Eddie Purple que tu as mentionné avant, mais il y a aussi des invités qu'on n'attendait pas forcément, comme les rappeurs belges Caballero et Jean Jass. Ce feat-là, il a été presque pour moi aussi surprenant que ton apparition sur l'album Paradise d'Amza. Ouais. Tu comptes déménager à Bruxelles, c'est comment? Ben, Bruxelles, moi j'ai toujours beaucoup aimé, autant que tu vois, venir à Lausanne, Lausanne, Genève, Berne et le reste de la Suisse, bien accueillante, je vais dire. Et donc j'ai beaucoup aimé l'avènement de ces rappeurs belges libérés de tout code, tout carcan qui fait dire que les choses doivent se faire comme ça. Et ça n'a pas loupé parce que les mecs sont arrivés et puis ils ont détrôné, ils ont apporté un nouveau rap français. Et j'y ai pas échappé, que ce soit Damso, que ce soit Roméo Elvis dans un autre genre, que ce soit Caballero et Jean Jass, que j'ai beaucoup apprécié, qui pour moi m'ont parlé tout de suite parce qu'il y avait cet humour et cette espèce de décadence lyricale à la Roynock. Donc moi, à la surprise de tout le monde, j'ai regardé beaucoup de leurs clips, j'ai écouté les morceaux, j'ai suivi l'évolution, et c'était ceux qui paraissaient évidemment sur le tracklist de l'album potentiel. Il y a des noms qui étaient sur le tracklist, et leur nom est resté à eux. Il y a des personnes avec qui il y avait Joey Stark, je voulais sur l'album, mais le morceau s'est pas fait. Il y a Philippe Catherine, le morceau s'est pas fait, mais finalement je suis sur son album. Et il y a Caballero et Jean Jass et on a réussi à le faire. C'était pas facile. Hein. Vu qu'on parle de jeunes rappeurs, j'ai un truc à te faire écouter. C'est deux jeunes MCs, respectivement 24 et 19 ans. Je peux te faire écouter ça? Bien sûr, bien sûr. Vas-y. Et voilà le Black Charmer, un charming avec Fidel Escroc, Smoke, Marseille. Les beaux abris, je vous l'ai dit, t'as un bon famille, ma vie, Fidel Escroc. Tu croyais qu'on l'appelle Fidel parce qu'il est à elle et c'est tellement faux. Autant dire que mon nom c'est cool mec. Il a tellement de go, ses pelles sont beaufs. Lui et moi sur l'avenue, on est des ex-têtes. Suce tellement de seins qu'il reste des ex-tétons. Tu veux me fight en chat, mon gars laisse béton. Fidel et moi on est des players, essaye, nous pas de déception. Si t'as les bons choix, je sais que je m'exprime bien mon texte. C'était au Charmy. C'était au Charmy. Ah ouais, je m'en rappelle. Tu te souviens de ça? Ouais, je m'en rappelle, c'était super cool. T'étais venu en 98, juste après la sortie de ton premier Ouais, je album. me rappelle. Il y avait Guy Roland qui se prenait la tête pour l'organisation, qui courait dans toute la ville avec sa voiture pour nous mettre bien. Il y avait... Non, c'était énorme. Toi, t'avais tout le temps ta casquette sur le côté. Exact, c'était incroyable. Mais pour nous, c'était incroyable parce que quand t'es venu, comme j'expliquais à Géo Savant, c'est comme si on avait Biggie qui était venu chez nous. Ah là, mais moi Quand j'étais... Enfin, tu venais de sortir ton premier album. Ouais, moi j'étais venu incroyable. passer un bon moment. Tu sais, je venais déjà avant en Suisse. Tu vois, on s'était connus avant déjà. Parce que je venais avec... je venais voir les frères thaïlandais là. Abou Kanyasi. À Abou Kanyasi aussi. Je venais avec mon équipe du 9-4. Ouais. On était des abonnés quoi. Et j'ai énormément de bons souvenirs et ça en fait partie. T'as vu, je m'en suis rappelé tout de suite.
Et c'est même en venant tout à l'heure, je me suis rappelé de ces jours qu'on a passés à discuter, à parler. C'était énorme. Tu sais que tu C'était m'avais énorme. grave impressionné pour autre chose que le rap à l'époque. C'était pourquoi? C'était que tu m'avais mis à l'amende en scratch. Ah ouais. Des barres. Tu te rappelles de ça? Vaguement, vaguement. Putain, mais les gens savent pas, mais il y a une version, dans un monde parallèle, il y a une version, il y a DJ Oxpo Puccino. Des barres. Ah non, mais moi, je suis comment dire, le hip-hop, je l'ai pratiqué en long et en large, passionnément, que ce soit le graphe, la danse, le DJing, la prod, le rap. Et c'est sûr que tu trouves de la magie dans tout. Et j'ai passé des heures, c'est vrai, à trouver, à imiter, comment il s'appelait le DJ d'Eric V? DJ Scratch. DJ Scratch. Donc j'ai passé des heures à imiter DJ Scratch et c'est sûr qu'avant d'arriver à son niveau, tu prends du plaisir. Ah, mais t'étais bon. Bah, j'aimais ça. Moi, c'est ça bien m'avait entouré. forcé à. Tu m'as mis à l'amende, j'étais là, quoi, il y a un rappeur qui vient chez moi, il sera plus que moi. Après, j'avais dû bosser, ce qui fait que la fois d'après, quand c'était revu, j'étais un peu plus à niveau. Mais Ah, je savais pas, tu m'avais jamais dit ça. c'était un truc de ouf. Ah, tu m'avais J'avais jamais mis dit. une grosse claque, quoi. Dans les. Fidèle escroc. Ah, Putain, il te fidèle. salue bien, je l'ai Ah eu ouais, hier. non mais Je l'ai eu hier. énorme, énorme. Il m'a rappelé d'ailleurs que non seulement vous aviez fait les 2 freestyles pour ma mixtape, parce qu'il y a un autre freestyle, et vous aviez aussi enregistré un morceau ensemble qui est jamais sorti. Ouais, on l'a exact, jamais fini, exact, je crois. Je c'est crois qu'il y vrai. avait, c'était genre c'était à l'époque où les Quinry reprenaient grave les génériques de séries télé. Ah oui, Et oui, si je oui. dis pas n'importe quoi, vous aviez repris peut-être Magnum avant Cameron même, ou je sais Ouais, pas si ouais, c'était ouais, Magnum, ouais, je je crois. crois, ouais. Mais le morceau Et c'est était un bon jamais morceau. sorti. Hein. C'est un bon morceau, bon freestyle. Et ouais, beaucoup de morceaux qui sortent pas. Pour rester dans les 90s, tu faisais partie d'un collectif, Time Bomb, avec Booba et Ali de Lunatic, les X-Men ou encore Pete Bacardi. Vos freestyles radio sont considérés comme des véritables classiques. Vous avez révolutionné le rap français et influencé plusieurs générations de MCs après vous jusqu'aux rappeurs d'aujourd'hui. 20 ans plus tard, comment tu vois cette époque? Bah, je sais plus tellement comment je la vois. Elle est tellement proche, en même temps tellement lointaine. Je me dis juste que c'est de là que tout est parti et que malgré tout, on avait raison. C'est ce que je me dis. C'est-à-dire, on avait raison de croire que cette musique était importante. On avait raison de se lever à des heures pas possibles, de faire des nuits blanches en studio pour faire des morceaux, de se casser la tête. On a eu raison de tout ça, d'aller à des concerts qui allaient finir en baston, de se prendre les médias dans la figure. On a eu raison. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que j'ai écrit ce morceau qui s'appelle Le droit de chanter. Parce que c'est tout ça que je raconte dedans, ces années à passer à croire que tu fais quelque chose, à penser que tu fais quelque chose, et en fait, c'était ça. C'était ça, malgré... tu es là de défendre alors que tu n'as rien à défendre, parce que tu le fais déjà. Et que c'est ça l'extraordinaire. J'imagine, est-ce que vous pensiez à l'époque que vous alliez laisser une Non, pas du trace tout, pas du finalement comme ça? Parce que finalement, Time Bomb, à part toi qui a sorti un album sur le label, sur le label Time Bomb, il y a eu toi, enfin ton premier Ouais. album, plus le EP ou la compilation qui était sortie un peu avant en vinyle. Mais Ouais, vous avez Time pas... Bomb Explode. Exactement. Ouais. Et de ça, et de tous ces freestyles, vous avez influencé, mais réellement... est-ce que vous imaginiez avoir cette influence-là? Non, on s'imaginait pas. On s'imaginait pas avoir cette influence-là du tout. Mais en même temps, comment tu peux réaliser, même si c'est le cas, bah, qu'est-ce que t'en fais, quoi, tu vois, c'est fait, enfin, je sais pas, j'arrive pas à le concevoir, en fait. J'arrive pas à le concevoir. C'est assez abstrait. Je me rappelle juste que c'était des grands moments et que c'est ce qui nous a construit. Dans ton nouvel album, tu cites B2O, dans le titre La peau de l'ours, tu rappes « Bankable ou pas, ne pas bouger c'est coupable, tu as du bon tout part, tu seras pas Booba ». Ouais. Vous avez gardé le contact, les deux? Je pense pas qu'on soit en mauvais rapport. On n'est pas en contact, on s'appelle pas pour prendre des nouvelles, mais on n'est pas en mauvais contact. Les dernières nouvelles, c'était cool. Et c'est vrai que c'est un phare du rap français, quoi. À dire, ce qu'il fait sera copié systématiquement depuis des années. Donc dire tu seras pas Booba, c'est essayer d'être toi-même, quoi. Parce que c'est sûr que si tu copies quelqu'un qui passe bien, forcément tu passeras bien, mais pour quelqu'un d'autre.
C'est facile de vouloir être Zidane dans le foot, de vouloir être Mayweather dans la boxe. Enfin, c'est facile. Mais je pense que le mieux, c'est d'être soi-même. Et est-ce que tu te vois peut-être un jour recollaborer avec lui? Oh, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, non. Non, non, non. J'y avais pensé, mais voilà. Si on reste sur ton parcours, dans l'album, il y a un titre très autobiographique, c'est Le nombril. Une phrase qui m'a marqué dedans, c'est « Nous ne sommes que des conséquences, notre passé commence avant la naissance ». Oui, Ça fait écho à une autre punchline dans Le droit de chanter, où là tu dis « Les cas sociaux sont nés des silences coloniaux, polyglottes, multiples origines, quête identitaire, lyrics corrosifs ». ouais. Tu peux expliquer ta pensée sur ce déterminisme racial et social? Ben, ben, enfin, tout est un peu dans ce passage à disséquer. C'est-à-dire, bah ouais, c'est un peu compliqué à résumer en quelques phrases. Mais par exemple, voilà, par exemple, tu vas prendre un délinquant et tu vas le charger en, tu vas le charger de tout ce qu'il fait de mal, de tout ce qu'il a fait qui puisse être blâmable. D'accord? C'est quelque chose d'assez simple et facile. C'est la loi, c'est les règles, c'est comme ça. Mais je ne crois pas que tout le monde naisse foncièrement mauvais. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'on est d'une certaine façon et que ton héritage et ton éducation, tes rencontres, font que tu deviens ce que tu vas être. Et donc, si on creuse derrière ce délinquant qui a un talent, parce qu'il arrive à faire parler de lui plus que d'autres, même si c'est d'une manière qui est irrépréhensible, on creuse et qu'on voit un peu son histoire, on trouve dans toutes les clés pour comprendre les raisons de ces attitudes et ce comportement-là. Et ça me fait penser que si on prend les enfants à temps et qu'on s'occupe d'eux, on peut éviter beaucoup de problèmes. Donc voilà, c'est-à-dire que pendant longtemps, il y a des populations, il y a des jeunes qui se sentent exclus. Et quand je parle des silences coloniaux, c'est que on leur jette une charge sur leur dos, mais on ne leur explique rien du tout. Rien du tout. Ni les parents, ni le système éducatif ou scolaire, rien. Et ça fait des enfants seuls qui dérivent et qui finissent plus ou moins mal, avec des conséquences de plus en plus graves pour la société. C'est ça que je résume dans cette phrase-là. C'est-à-dire qu'il faut expliquer un peu, il ne faut pas rejeter, il ne faut pas exclure. Parce que exclure, quelquefois, c'est attendre une charge qui va vous revenir à la figure beaucoup plus fort. Mais quand tu dis notre passé commence avant la naissance, Oui, ça veut finalement, est-ce que ça veut dire que notre vie est déterminée par ce que nos ancêtres bien sûr, ont vécu? tout à fait. Votre vie est déterminée par vos antécédents, par vos ancêtres, par vos parents, vos grands-parents, l'éducation qu'ils ont eue, qui vont vous transmettre, parce que vous n'êtes que dans un courant de transmission qui va continuer jusqu'à vos enfants. Vous n'êtes qu'un maillon de la chaîne, quelque part. Et en tant que maillon de la chaîne, ben, vous êtes attaché, et forcément, ça limite certaines choses. On ne parle pas par hasard, on ne se comporte pas par hasard, on ne pense pas par hasard. C'est ça, c'est-à-dire que dans les premières années de votre vie, votre seule référence, avec un peu de chance, c'est vos parents. Et ils sont indiscutables jusqu'à un certain âge. Mais à l'âge où vous commencez à penser qu'ils sont discutables, ben vous êtes déjà éduqué, si je suis un peu clair. Donc non, votre passé commence bien avant la Renaissance, tout est décidé. Si on enlève l'éducation, on enlève le contexte, l'époque, la situation, les responsabilités, il reste peu de nous dans une décision, quelque part. Donc c'est ça que je dis, et tout ça, et pour une grande partie, tout ça vient d'avant la naissance. Votre manière de penser, de croire, vos croyances, elles viennent de votre culture, avant de votre naissance. Voilà. Du coup, quand tu dis dans le même morceau, dans le droit de chanter, quand tu dis un peu plus tard, on parle pas bien le français, Ouais, et les stades remplis qu'on fait, oui. est-ce que c'est une revanche sur l'histoire? Non, c'est pas une revanche sur l'histoire, c'est juste dire que
c'est pas parce qu'on est imparfait aux yeux de certaines personnes qu'on ne peut pas plaire à d'autres. C'est-à-dire, oui, ça ne maîtrise pas la langue tout le temps, oui, ça n'a pas l'accent qu'il faut, mais malgré tout, ce qui était risible n'a pas dérangé des milliers de personnes qui, en fait, ont été touchées par l'humanité de la personne qui propose. Parce qu'au fond, c'est ça le plus important. Tout le reste, c'est la décoration, c'est l'emballage. Mais quand tu arrives avec le cœur, il n'y a rien de plus éloquent, il n'y a rien de plus audible que ça, il n'y a rien de plus fort que ça. Même si c'est pas exprimé voilà, de la manière la plus déontologique ou la plus présentable. On va terminer en citant encore une fois ce même titre, Le droit de chanter. Merci. Tu abordes un sujet super tabou dans le rap français, c'est celui du genre. Mhm. Il y a 2 phases. La première, ma rime, une femme jugée à sa jupe, le succès ne nous a pas assagi. Mhm. Et plus loin, moqué car j'évite les gros mots, ça nique des mères mais craint le mot homo. Mhm. C'est une critique frontale envers le rap dit hardcore qui se perd dans ses contradictions et qui peine à sortir de des clichés sexistes et homophobes. Non, pas du tout. Parce que moi, je vois pas d'homophobie dans le rap. Il y a l'homophobie dans la société. Et malgré tout, on n'a pas réussi à en trouver dans le rap. C'est-à-dire que même dans le rap, quand les insultes sont homophobes, c'est des insultes que les homos peuvent se dire entre eux. Petit PD, les choses comme ça. Et ça reste entre hommes. Et quelque part, il y a beaucoup enfin, c'est direct et c'est très sexuel. Et c'est très direct, c'est très sexuel, c'est très évocateur. Je veux dire, tu ne peux pas te le permettre pour une femme en même temps. On te le pardonne moins pour une femme. Et puis en même temps, le rap aujourd'hui est beaucoup plus féminin qu'avant. On est apprêté, on est maquillé pour les tournages, on fait attention au stylisme, on a les ongles soignés. Enfin, c'est du féminisme assumé. Tu vois, le dernier album l'avant-dernier album de L'Homme Pâle, où il a du rouge à lèvres. Eddie de Préto, personne n'a insulté Eddie de Préto, parce que voilà. Donc, je parle juste, ça m'a fait rire parce que il y a, oui, c'est le chemin c'est la croisée de tous les paradoxes. C'est-à-dire, ça nique des mères, nique ta mère, c'est une expression. C'est moins vu comme une insulte parce que c'est dans tous les morceaux et que ça dérange plus personne. Et à côté de ça, aujourd'hui, quand tu éprouves de l'amour, pendant un moment, on disait, ouais, no homo. Ouais, je t'aime, mais no homo. Comme s'il fallait justifier de ça. Et donc, parler de ça, ça me faisait rire parce que justement, c'est un carrefour de contradictions et de paradoxes. Mais ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de haine du tout. Il n'y a pas de haine du tout. C'est-à-dire, il y a Linas qui a fait son coming out. Je pense pas qu'il y ait l'homophobie dans le rap. Je pense pas. C'est ce qu'on a voulu faire croire pendant longtemps, à cause de quelques langages. Mais je pense pas qu'au fond, il y ait l'homophobie. Je connais personne qui s'est fait taper dans le rap parce qu'il aimait les garçons. Et puis, il y a toujours eu des rumeurs. Voilà, et personne n'a été rejeté pour ça. Donc tu vois, enfin, est-ce que pour toi, ça c'est que le rap a évolué ou que finalement dans le bon sens ou finalement il n'a même pas eu à évoluer pour toi, il n'a jamais... Mais il n'a pas tellement évolué que ça. Il a pas tellement... Le rap reflète la société. Aujourd'hui, être homophobe, c'est beaucoup plus dangereux qu'il y a 20 ans. Je parle de danger. Parce qu'un homophobe, il ne va pas le déclarer comme ça. Tandis qu'avant, c'était une norme. Et tu sais quoi, sans aller dans les fondamentaux de la société, l'homophobie ne vient pas des hommes, à la base. Elle vient d'où? Mais tout le monde sait d'où vient l'homophobie. Le concept du contre-nature. Ça vient d'où? Ah, mais moi, je ne peux pas le dire, hein, c'est pas à moi de le dire. Si vous vous renseignez sur le terme de contre-nature et des sources de l'homophobie, voilà. Parce que c'est un autre débat, là. C'est la religion? C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est pas moi qui ai déclaré que c'était contre nature, que les hommes s'aiment d'une manière, voilà. C'est pas moi qui ai déclaré ça, c'est pas moi qui ai décidé ça. Et je connais pas ceux qui ont décidé ça, mais c'est quelque chose qui remonte à des siècles.
Mais qu'aujourd'hui, on est en train de défaire. Pendant longtemps, la société a été régie, a toujours été régie. Voilà, et c'est ceux qui régissent qui font les lois. Et pour être un citoyen et survivre, il faut suivre les lois. Même aujourd'hui, c'est comme ça. Donc l'homophobie était une loi. Et il y a des pays encore aujourd'hui où t'es homo, tu vas en prison. Voilà. Donc allez voir ces pays-là aussi. Allez discuter avec eux. C'est ça, on ne peut pas demander au monde de changer du jour au lendemain. C'est ça, c'est... Mais pendant des siècles, on ne peut pas dire à des sociétés, il faut penser comme ça, et tout d'un coup, en 200 ans, leur dire, ah non, maintenant, c'est fini tout ça. Mais en tant que rappeur, qu'écrivain, que philosophe pratiquement, je dirais, on peut aider le monde à évoluer. Ben, moi, rien qu'en parlant de manière détachée, pour moi, c'est déjà beaucoup. J'en parle de manière totalement détachée. Quand je dis Sanick Demer a créé un homo, ça m'a fait rire avant tout. Je me suis pas dit, ah, j'ai trouvé un truc de fou. Ça m'a fait rigoler avant tout. Et c'était le but, c'était que celui qui écoute ça rit avant tout. C'est vrai parce qu'à la base, c'est une petite blague. J'ai pas pensé au no homo quand t'as fait cette phase, en fait. Tu vois? Mais c'est vrai que maintenant que t'as expliqué, ouais. Je vois tout à fait. On dit pas, il n'y a pas de texte où tu dis, ouais, t'es un homo. On dit, ouais, def, tu vois. Mais, et je pensais à cette phrase, no homo. Tu vois. Ah, je te kiffe, no homo. Mais pourquoi tu ne justifies pas? Oxmo Puccino, merci beaucoup. Un plaisir, comme ils disent là-bas. Vince Lee.